Bonsoir à toutes et tous. On est très 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 heureux de t'avoir dans la librairie, Monique. C'est une librairie qui vient juste d'ouvrir en plus. Enfin, j'écoute la presse, j'étais aux aguets. Est-ce que ça va bien marcher le 2 mai? Est-ce que je vais bien pouvoir y aller? C'est ça. Voilà. Tu as fait partie, en fin de compte, de nos invités prioritaires. On s'est dit, voilà, si on ouvre une librairie, il faut absolument que Monique puisse venir nous voir. Donc voilà, on est vraiment particulièrement ravis que tu sois là. D'ailleurs, quand on avait annoncé ta venue, on avait un petit tableau sur lequel il y avait marqué toutes nos rencontres et les gens regardaient, ils faisaient « Oh, Monique Pinson-Charlot dans ce tout petit lieu ». Voilà. Une toute petite sociologue dans un petit lieu, ça va très bien. Donc l'idée, c'est de faire un petit échange assez... Enfin voilà, on se dit qu'on fait un échange pendant 1 heure. Donc il y a une présentation. Après, l'idée, c'est que vous puissiez intervenir. Il y aura une intervention aussi sur le chat sur notre chaîne Twitch. Et puis après, une petite séance de dédicace. Voilà. Et comme il fait particulièrement chaud, on s'est dit que voilà, on allait peut-être concentrer aussi un peu la rencontre. Voilà. Histoire que ça ne dure pas des heures. On va faire en fonction de ce qui se passe, parce que tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. D'accord. Voilà. Eh ben, écoute, il peut y avoir des surprises quelquefois. D'accord. Hein, on peut être complètement en live. Ça marche. On est déjà en live. Donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui te connaissent. Oui, ça y est. Juste un petit rappel. Donc voilà, tu es sociologue. Tu as travaillé au CNRS avec Michel Pinson, ton mari. Vous avez fait essentiellement tous les ouvrages ensemble. Toutes vos recherches, vous étiez très liés. Vous avez fait sur l'oligarchie, sur les riches. Là, tu as continué à faire sur les riches, mais la version écologique, en fin de compte. Et donc, j'avais déjà une première question. Pourquoi est-ce que vous en voulez autant aux riches? Enfin, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est par jalousie? Est-ce que... Parce que tout le monde dit, dans tous les cas, que les riches créent de la richesse et créent de l'emploi. Donc, voilà. Est-ce que tu es richophobe, peut-être? Alors, c'est pas tout à fait ça. Ça va pour dehors, vous entendez? Alors, tu es bien mignonne avec ta question de richophobe et tout ça. Non, parce qu'avec Michel, on avait le statut de chercheur au CNRS. Et ce statut-là, nous l'avons voulu. Nous l'avons cherché, si je puis dire. Et nous sommes mobilisés parce que nous avions signé non seulement un pacte d'amour, mais aussi un pacte que nous deux, puisqu'on avait 2 habitus complètement différents. Michel, fils d'ouvrier très pauvre des Ardennes, qui avait vécu dans des conditions très très dures pendant son enfance, c'est-à-dire sans aucun espace pour lui. Et il s'était construit dans sa tête. Il avait un QI extraordinaire, donc il est repéré fils d'ouvrier avec un QI extraordinaire. Et il s'était créé une bulle dans sa tête, il lisait beaucoup, et il avait comme projet il ne voulait pas être un transfuge de classe, même si à cette époque-là, on ne parlait pas de transfuge de classe. Il savait qu'il avait un QI extraordinaire, on le lui disait, on lui proposait de sauter des classes, etc. Et lui, il voulait faire ce que Annie Ernaux a dit quand elle a reçu son prix Nobel, c'est-à-dire il voulait venger sa classe, émanciper collectivement sa petite personne, mais avec ses parents, cette dynastie familiale d'ouvriers métallurgistes là où il est né. Et puis moi, c'était complètement différent. Un habitus de petite bourgeoise, puisque mon père était procureur de la République, là, juste derrière. Enfin, c'était pas ici à Bordeaux, hein, je vous rassure. C'était à Nîmes, puis ensuite à Mans, dans l'Osère. Et il était extrêmement autoritaire vis-à-vis de ses 4 enfants, de telle sorte que je n'ai pas été bien construite. Je n'avais pas accès à la compréhension de ce qu'on appelle, par exemple, que la famille, c'était une construction sociale. Et donc, pour moi, le patriarcat, le fait qu'il était procureur de la République, lui donnait des droits institutionnels tout à fait incroyables par rapport à ses enfants et sa famille. Et du coup, j'étais cassée d'une manière différente de Michel. Donc, il y avait, si vous voulez, 2 boiteux, mais pas de la même jambe, 2 névroses de classe, mais inversées, mais avec une volonté
de vraiment mettre de la chair et du sang sur le squelette de la domination, de comprendre ce que c'était que ces institutions qui moi, m'avaient fait tant souffrir et qui avaient fait tant souffrir la famille de Michel dans sa misère très grande, une pauvreté très grande. Et du coup, on s'est mobilisé. Alors, je vous la fais courte. Et du coup, à un moment, il a été possible de participer à une infraction institutionnelle. On s'est engouffré là-dedans. Et voilà que, à partir du 31 décembre 1975 à minuit, on sait qu'il y a une brèche institutionnelle dans laquelle on va s'infiltrer. Et nous voilà dans cette brèche. Et nous voilà tous les deux recrutés au CNRS comme chercheurs. Et très vite... pas tout à fait tout de suite, parce qu'il fallait quand même montrer patte blanche, parce qu'on avait bien compris que la classe... Ça va pour écouter ? Que la classe dominante n'avait aucune vocation à être soumise à l'investigation sociologique, donc, et que surtout, on n'avait pas le droit de travailler en couple. Surtout qu'en plus, on s'était fait recruter dans le même laboratoire, pour justement être bien collés l'un à l'autre pour faire notre entreprise. Comme vous deux avec votre librairie, quoi, un petit peu. Et quand ça a été possible, ça a correspondu avec l'arrivée de François Mitterrand en 1981 à la présidence de la République, avec très vite des nationalisations, des choses très importantes qui se passent parce que c'était la gauche plurielle qui venait d'arriver en fait au pouvoir, mais ça n'a pas duré 2 ans. Au bout de 2 ans, Bernard Arnault, qui était parti aux États-Unis se réfugier, Guy de Rothschild, qui l'avait rejoint, comme beaucoup d'autres. Ils n'étaient peut-être pas milliardaires à cette époque, enfin très riches. Eh bien, les socialistes ont opéré une trahison sans précédent. C'est le tournant de la rigueur de 1983 en financiarisant tous les communs, c'est-à-dire la santé, l'enseignement, les retraites, enfin tout ce qui était les médias. Et vous voyez, je vous donne juste un exemple très précis. Nous sommes en train de dîner dans un hôtel particulier du 7e arrondissement. À ma droite, là, j'ai un banquier de haut vol. Et Michel, là, lui, à sa gauche, il est entre nous deux, c'est le jambon dans le sandwich. Et on lui demande... quel est votre ministre de l'économie et des finances préféré ? Il n'a pas hésité une seconde. Pierre Bérégovoy. Et là, Michel lui dit, est-ce que vous pourriez dire, je sais bien que c'est peut-être un peu gênant avec les invités qui sont autour de la table, mais pour nous, ça serait bien que vous disiez exactement pourquoi. Il a dit ça, je peux vous le dire. Hein. Pour nous, ça a été notre sauveur. Il a tout financiarisé, il a fait sauter toutes les barrières qui nous empêchaient de nous enrichir. Et donc, merci Pierre Bérégovoy. Et donc, à ce moment-là, c'est là que nous nous sommes lancés. Ça nous a donné, alors c'était avant l'histoire de l'hôtel particulier, hein, puisque ça se passe en 83, notre décision de se mettre au travail. Et donc, on est partis d'abord travailler tous les deux. On partait à pied de la maison. On allait jusqu'à Neuilly, parce qu'on se disait, c'est bien de vivre dans nos corps. Parce que finalement, c'était pas si loin que ça. Ça faisait entre 5 et 10 kilomètres. C'était parfaitement faisable. Souvent, si on était trop fatigué, on dormait à l'hôtel le soir, puis on rentrait le lendemain chez nous. Et donc, comme ça, on a essayé, en marchant à Neuilly, dans le 7e et le 16e arrondissement, de comprendre pourquoi ils avaient des corps différents de nous, pourquoi ils ne parlaient pas vraiment la même langue. Pourquoi, par exemple, il n'y avait pas de frange ? Aucune femme ne porte la frange. Et un jour, quand j'ai demandé à l'une d'entre elles comment se fait-il qu'il n'y ait jamais de frange les femmes n'ont jamais de frange, elle m'a regardé tendrement, puis elle m'a dit « Oh, c'est pas que ça fait mauvais genre, mais... » Voilà. Donc, vous voyez, toujours avoir le front dégagé, le port de tête altier, l'allure toujours très mince, très élégante, afin de transformer l'arbitraire absolu de leurs privilèges, qui ne tient qu'à une seule et unique chose, le système capitaliste, qui permet aux détenteurs des titres de propriété, dont ils ont hérité, ces titres de propriété, ça se transmet au sein de dynasties familiales de la noblesse et de la grande bourgeoisie, de génération en génération, et comme ça leur permet
de toujours être excellents, de toujours s'auto-célébrer, de toujours... Et ils étaient trop contents que nous, on les écoute bouche bée, qu'on les enregistre et qu'ensuite on fasse des livres qui leur ont plu, hein, parce que, enfin, on pourra y revenir dans la discussion. Mais je termine en tout cas le début de notre travail. Et donc, on a fait vivre nous-mêmes nos corps. Et un jour, je me souviendrai toute ma vie, il y avait des chercheurs qui disaient, dans un séminaire où il y avait un journaliste, Loïc Le Floch-Prigent, Loïc Faujour, tu dois le connaître, non, hein? Les Pinsons Charlot, d'abord on a été traité de chercheurs indignes, ensuite les Pinsons Charlot vont trop loin, et là Loïc Faujour dit ben non, ils vont juste de Bourg-la-Reine à Neuilly, pour bien montrer que l'aventure incroyable que l'on a vécue, c'était au bout de notre rue d'une certaine manière. Et puis après, on a profité de 2 contacts que nous avions avec le directeur de notre laboratoire, Paul Rendu, qui était issu d'une très grande famille de la bourgeoisie de Neuilly. Et puis, moi, au cours d'une insomnie, je me suis rappelé qu'en Lozère, il y avait chaque été une femme de mon âge qui était habillée exactement comme les femmes des beaux quartiers. Donc j'ai essayé de retrouver sa trace, et j'ai bien fait. Parce qu'en effet, elle venait d'épouser un comte, donc un aristocrate, très très lancé dans la très grande sociabilité mondaine parisienne. Et elle nous a accueillis, Michel et moi, vraiment comme elle m'a dit, votre mari est exquis. Enfin bref, tout s'est passé tout de suite très bien. Et du coup, on a été invités au sommet des familles les plus puissantes, les plus riches, je ne sais pas comment dire. Voilà. Et puis après, je répondrai, je vais pas m'arrêter. D'abord parce que je vais boire un petit coup. Enfin, quand je te posais cette question sur la richophobie, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai lu dans une interview sur votre critique, en disant que voilà, vous étiez anti-riche, ouais. Et ce qui expliquait votre travail. Et voilà. Oui, alors non, le rôle de la sociologie, ça n'est pas de dénoncer, c'est de dévoiler ce qui est caché. Hein, Gaston Bachelard a bien documenté ça. Pierre Bourdieu a beaucoup repris cette idée en développant, en donnant beaucoup de force à ce rôle de la sociologie. Et ben voilà, c'est ce que nous avons fait. Mais disons que ça a très bien fonctionné jusqu'au moment où nous sommes partis à la retraite. On est parti à la retraite en 2007, donc on avait commencé en 83. Le premier livre paraît en 1989. Et d'ailleurs, il est possible, je l'apprends à Béa parce qu'elle n'est pas au courant, c'est un petit secret entre Philippe et moi, il n'est pas impensable que je vienne défendre avec Éric Vuillard, qui a fait la préface de ce livre, qui sort en poche le 9 novembre prochain, le 7 novembre prochain. Mais enfin, on verra, on a encore du temps. Donc voilà, on a fait beaucoup de livres, mais qui portaient sur les beaux quartiers, sur qu'est-ce qui est classé monument historique. Est-ce que c'est le château? Est-ce que c'est le châtelain? On a fait 3 ans de chasse à courre sur des vélos tout-terrain pour essayer de comprendre comment c'était possible qu'on accepte que ce soit possible dans la France après la Révolution, une France républicaine, enfin laïque et républicaine, et que 6 mois par an, 2 fois par semaine, ces familles-là, de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, font des chasses à courre, chassent dans les forêts domaniales parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas suffisamment des propriétés suffisamment grandes, notamment pour chasser le cerf. Le cerf nécessite de très très grands espaces pour être poursuivi par les chiens. Et pendant 3 ans, alors nous on avait demandé au contrôleur financier du CNRS de nous payer à chacun un cheval, et ça il a refusé. Mais par contre on s'est fait rembourser. On s'est fait rembourser 2 beaux vélos à l'époque. C'était donc en 1990 que ça se passe. À l'époque, les vélos tout-terrain, c'était drôlement cher. Et là, on a fait une erreur. On a choisi tous les 2 vélos roses, alors qu'on n'aurait pas dû faire ça pour la chasse à courre. On aurait dû prendre un vert forêt. Donc voilà. Et donc pendant 3 ans, on a essayé de comprendre. Voilà, on a écrit un livre.
Alors on a écrit des livres sur des tas de thèmes, sauf jamais sur le champ politique et le champ économique. Parce que si vous voulez, c'est comme le photographe qui s'approche de la proie qu'il veut photographier, et puis là il sent que là je vais trop près, et elle devient timide, elle essaye de s'en sortir, voilà. Et donc on recule. Donc nous, on avait bien senti que déjà ce qu'on avait fait était hautement impertinent, avec une réception pas toujours facile de la part de nos collègues les plus proches. Mais pour cela, nous avons fait un journal qui a été publié au PUF en 1997, et il s'en vend un exemplaire par jour depuis 1997. C'est vous dire que l'actualité de ce travail et des réflexions sur ce travail et sur la méthode est toujours présent pour les étudiants, il doit y en avoir pas mal ici, en sociologie à Bordeaux et ailleurs. Et puis donc là, nous avons décidé à la retraite d'intégrer le champ politique et le champ économique dans nos analyses. Et là, ça a fait boum. Ça a été Le Président des riches, donc notre best-seller qui s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires, qui nous a valu une tournée. Alors là, si vous aviez existé, ça aurait été trop bien, parce que c'est une tournée à la Johnny Hallyday, mais vraiment pendant 6 mois, tous les deux, partant comme ça avec nos valoches, dormant à l'hôtel, étant accueillis. Mais c'était franchement que du bonheur. C'était extraordinaire, extraordinaire. Que ce soit des étudiants, que ce soit des ouvriers, une reconnaissance inimaginable. Mais par contre, de l'autre côté, toutes les portes se sont fermées. Et ce, de manière définitive, à 1 ou 2 exceptions près. Mais qu'à cela ne tienne, on le savait, on était 2 acrobates, et on s'était toujours dit, le jour où on tombera, ben on l'aura bien mérité, mais franchement, on aura eu de partager. Et c'est le message que je veux bien faire passer ce soir, c'est vraiment que dès qu'on est dans le partage, quand on est dans l'altérité avec l'autre, avec les autres, ça change tout. C'est-à-dire que la corvée de faire toutes ces enquêtes, la corvée de tous ces voyages, la corvée se transformait honnêtement en bonheur, en joie existentielle. Et puis du coup, comme on était joyeux tous les deux, eh ben, le public devenait joyeux, que ce soit des gens de milieux très populaires. Et puis on parlait toujours de façon très, très accessible. Ça va toujours, c'est accessible ? Bon. Et là, donc, alors après, on s'est mis à travailler avec des lanceurs d'alerte, avec des hauts fonctionnaires qui pouvaient avoir tel ou tel intérêt à un moment donné, des députés, des membres du Conseil d'État. Enfin voilà, on a rebondi comme on a pu. Mais les riches ne s'attendaient pas du tout à ce que vous les trahissiez, en fin de compte. Ils ont vécu ça comme ça, le fait que vous soyez invité dans leur château. Enfin voilà, vous avez été plutôt bien accueillis quand vous travailliez au CNRS. Et donc là, le fait de changer à partir du moment où vous avez été à la retraite, ça a été considéré comme quoi? Comme une trahison de leur part. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que vous ayez un regard critique sur leur classe sociale. Le regard critique, il s'est imposé dès le premier livre. Hein. Franchement, on s'est dit avec Michel, on écrit ce livre, on le fait de façon franche et écrite comme on a envie de l'écrire. On parlait de racisme mondain, d'apartheid, enfin vraiment, puisque c'était sur les beaux quartiers, de séparatisme, enfin... non, enfin franchement, ils étaient contents, ils ont toujours été contents jusqu'en 2010 qu'on sort ce livre, parce qu'au fond, tout se passe comme si, avec nous, ils savaient ce que nous savions, et ils savaient ce que nous transmettions. Et ils se nourrissent de la critique sociale. D'une certaine manière aussi, du fait qu'on était chercheur au CNRS, directeur de recherche au CNRS. Alors il disait directeur et directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Donc il prenait puis tout ça avec l'accent que je ne veux pas moquer, parce que si c'est moi qui le dis, ça aura l'air de me moquer. Mais si vous voulez, non, ils avaient vraiment une reconnaissance, un intérêt, et surtout ils nous ont dit
Nous, on connaît la théorie marxiste, hein, ça baigne dans nos familles depuis que Marx existe. Mais par contre, Bourdieu, on a toujours eu beaucoup de mal à pénétrer son travail et on pensait que c'était un affreux gauchiste qui n'était pas intéressant. Et puis quand il a vu qu'on enchevêtrait le système théorique de Marx avec la théorie vraiment de l'exploitation, avec la théorie de la domination, qui est quand même la force de Pierre Bourdieu, avec ses concepts de domination symbolique, de violence symbolique, qui sont si puissantes pour comprendre comment c'est possible que nous acceptions l'inacceptable, comment c'est possible qu'aujourd'hui on accepte d'être chauffé en surchauffe et de savoir que, on va en reparler, c'est pas vous qui êtes coupable, c'est vraiment eux, et eux seuls. Voilà, et ça je le dirai après. Donc ça va, j'ai répondu à peu près là. Oui, je pense. Je pense. Dans le discours de gauche, en ce moment, on n'entend pas forcément parler de prolétariat, de lutte de classe. C'est un peu un vocabulaire qui a été abandonné. Ouais. Et j'aurais voulu savoir, toi, ce que tu en pensais. Est-ce que tu penses que la lutte des classes, ça existe encore, même si je sais ta réponse? Et on parle même de guerre de classe. Oui, c'est ça. C'est ça qui nous a très intéressés. Alors, en 2005, Warren Buffett, un milliardaire américain, a déclaré sur CNN maintenant, on est passé de la lutte de classe à la guerre de classe. Et cette guerre, c'est nous les riches qui la menons. Et c'est nous qui sommes en train de la gagner. Et là, on a compris, mais ce n'était pas difficile de comprendre, parce que depuis, avant même 2005, depuis, disons, en France, je donnerai comme date référente 1997, lorsque le baron Ernest Antoine Seyer de Laborde, descendant Wendel, a pris la tête du CNPF qu'il a débaptisé en MEDEF, Mouvement des entreprises de France, inversant complètement la lutte de classe, c'est-à-dire déclarant les patrons, les créateurs de richesses, les créateurs d'emplois, faisant basculer les ouvriers comme des coûts, comme des variables d'ajustement, comme des charges, avec, et ça c'est très important, avec un bouleversement dans les normes comptables des entreprises où, en effet, les ouvriers sont passés de salariés avec leurs différentes ouvriers qualifiés, etc., à variable d'ajustement, enfin à quelque chose qui est complètement déshumanisé. Et ça, c'était quelque chose de très important que tu dois, toi qui es un militant malin, tu t'en rappelles de ça ou pas? Ouais, je pense. Tu penses hein J'ai été déshumanisé. Ouais. Et voilà, et la déshumanisation s'est mise en route. Et là, vous voyez à quel point où on en est. Je pense toujours surtout aux livreurs, parce que moi j'habite la banlieue parisienne, et je vois sous mes fenêtres ces livreurs qui roulent avec leurs trucs, et puis comme Souleyman, le très beau film de Boris Lochkin, qui tout d'un coup ont un problème et se retrouvent largués par une plateforme, plus de contact humain, une forme d'esclavagisation des temps modernes, enfin des temps, je devrais plutôt dire, des temps où le capitalisme se radicalise à un point inimaginable qui précisément nous fait penser à l'esclavage et au colonialisme dans les pires années, dans les pires années que nous avons historiquement en tout cas vécues. Là, on va commencer à parler de ton livre. Oui, c'est vrai. Avec Michel, vous aviez écrit de nombreux livres sur le séparatisme des riches, cette volonté de faire classe à part et de l'entre-soi, des gens qui se marient, qui se reproduisent, qui reproduisent leur classe sociale. Là, dans ce livre, donc c'est Les riches contre la planète, violence oligarchique et chaos climatique, tu fais le lien entre l'accaparement des richesses de la part des dominants et la destruction de la planète.
jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de travaux sur l'écologie et sur la destruction de la planète par les riches. J'aurais voulu savoir un peu comment tu étais arrivé à faire ce travail-là. Ou est-ce que c'est parce que justement il y a le réchauffement climatique, on voit que la planète va de plus en plus mal. Est-ce que ça vient de ça ou... Non, pas vraiment. C'est-à-dire que on a été, disons, pas choqués, mais en tout cas on n'était pas à l'aise quand, à partir du début des années 70 et puis 80 et 90, l'écologie est devenue un parti politique. C'est-à-dire que, alors que pour nous, l'écologie, et avec le travail sur la chasse à courre, quand vous êtes 3 ans dans les forêts, puis que vous discutez avec toutes ces personnes, vous comprenez très bien qu'il s'agit là d'un fait social total, au sens de Marcel Mauss, et c'est sur le don. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler, ça ne peut pas être un parti politique, ça ne peut pas être spécialiste sur les inondations, être spécialiste sur le réchauffement des océans, sur la décongélation du pergélisol. Je veux dire, si on fait un travail sociologiquement pertinent, il faut faire comme on a fait avec l'oligarchie, avec la classe sociale, c'est-à-dire prendre tous les éléments constitutifs du système d'exploitation, de domination, de prédation d'une oligarchie, d'une classe sociale qui exige une pensée relationnelle. C'est-à-dire, il faut mettre en relation, nous, en tout cas au CNRS, on contestait vraiment le découpage institutionnel entre la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie, les sciences économiques, les sciences politiques, la géographie, l'histoire. Et quand vous travaillez sur la classe dominante, en fait, vous brassez toutes ces disciplines. Et du coup, pour nous évaluer, puisque chaque année on était évalués, voilà, les évaluateurs appréciaient pas trop, disons, une forme d'impertinence, une nouvelle forme, on pourrait dire, de désobéissance après l'effraction institutionnelle, une forme de désobéissance institutionnelle, mais qui a été acceptée dans la mesure où on publiait beaucoup. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'étais... oui, c'est ça. Alors, je continue, je sais où je vais. Et donc, en fait, c'était pas facile de travailler sur à la fois le fait social total qu'est l'oligarchie, puisque ça touche tous les secteurs de l'activité économique et sociale, et plus on avançait dans le temps, plus cette oligarchie se radicalisait en occupant tous les postes les plus importants de l'État, par exemple, notamment l'État qui a été construit comme un État-providence après la Seconde Guerre mondiale, au service de l'intérêt général, et puis qui est aujourd'hui entièrement au service des plus riches, avec même le président de la République qui était associé gérant chez Rothschild. Et puis vous regardez tous les ministres, chaque fois, même chaque changement de conseil des ministres, vous retrouvez toujours plein de millionnaires riches à souhait pour continuer à défendre leurs propres intérêts et surtout les intérêts de leur classe. C'est pour ça qu'on parle d'une oligarchie. Donc, oligarchie de la main gauche, donc un fait social total, et le chaos climatique, un autre fait social total. Alors, comment on s'en sort ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que mon Michel est tombé gravement malade avec la maladie d'Alzheimer, qui a duré pendant presque 10 ans. J'étais son aidante. Et c'était terrible, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir, et lui avec. Enfin, je veux dire, on était malheureusement embarqués dans une descente aux enfers assez dure. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux trouver qui te donne de l'énergie et tu resterais à la maison. Tu pourrais continuer à être auprès de lui. Et en restant à la maison, et puis j'ai eu cette idée, je me suis dit, je vais travailler sur le chaos climatique. Et donc j'ai travaillé uniquement pour faire ce livre, et vous allez voir que ça a de l'importance que je vous dise cela. J'ai travaillé, il y a peut-être 4 entretiens, et encore j'en ai fait au moins 2 par téléphone, donc vous voyez, je ne suis pas souvent sortie de chez moi pour aller sur le terrain. J'ai travaillé entièrement avec des journaux, des journalistes,
qui écrivent leurs articles, et des livres, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres qui sont parus. Et puis, un beau jour, l'éditeur, c'est Manuel, comment il s'appelle, Cervera Marsal, qui a édité ce livre aux éditions textuelles, un brillantissime sociologue. Et puis je lui dis, voilà, tu me demandes que je t'envoie un premier jet, mais je te le dis, je n'arrive pas à faire un plan. Et voilà, et tu me dis, voilà mon idée. Et je lui décris ce que je vais vous décrire. Donc il me répond en disant, mais c'est quand même pas possible, pas savoir faire un plan. Ben, je lui dis, si tu m'aides, fais-le. Si tu trouves toi un plan, tu me le dis. Et puis après, ben, j'ai continué. Moi, de mon côté, j'attendais sa réponse. Elle a un peu tardé. Du coup, j'ai avancé. Et donc, après, je lui ai envoyé ce que j'avais fait. C'est-à-dire, je me suis dit, tu vas faire des petites chroniques. Tu vas prendre un exemple précis. Total Énergie, par exemple, en Ouganda. Total Énergie qui s'installe carrément avec un permis de construire sur le territoire de Polytechnique, sur le plateau de Saclay. Je prends évidemment le cas de la A69, parce que là, le titre de cette petite pièce, c'est un bijou oligarchique. Donc, chaque fois, je pars d'un petit exemple particulier et j'essaye de toujours tisser toute la toile oligarchique pour essayer de remonter le plus haut possible. Et en général, j'aboutis toujours à des appuis de l'Élysée, ou voilà. Enfin, vous verrez. Et alors, l'avantage, c'est qu'on voit très bien comment j'ai travaillé. Et alors, pour vous, c'est carrément un cadeau empoisonné. Parce que maintenant, vous pouvez faire tous le travail que j'ai fait. J'ai écrit 30 pièces pour constituer ce puzzle. Et puis maintenant, ben, j'attends le retour sur investissement. C'est-à-dire, j'attends que vous-même, que ce soit à Toulouse, à Castres, que ce soit ici à Bordeaux, que ce soit en Lozère, n'importe où, que chacun s'efforce et puis qu'on mette tout ça ensemble. Et là, c'est quelque chose qui ferait vraiment boum, parce que, si vous voulez, ce sont véritablement des géants aux pieds d'argile. Et ils savent très bien, comme je l'ai déjà dit, que leurs privilèges sont basés sur un arbitraire absolu. Les titres de propriété sous le système capitaliste permettent d'exploiter toutes les formes du vivant. On a aboli l'esclavage, on a aboli plus ou moins le colonialisme. L'heure est venue d'avoir comme perspective d'ouvrir un nouveau récit, un récit vers le post-capitalisme, qu'on appellera, chacun l'appellera comme il veut, on s'en fout. Et c'est simplement avoir un contre-récit par rapport à celui qui nous est envoyé à longueur d'antenne par tous ces milliardaires qui aujourd'hui possèdent les médias, avec une ouverture d'esprit, avec une solidarité entre nous qui soit basée sur la reconnaissance du fait suivant: nous sommes les plus nombreux, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle, c'est nous qui les nourrissons, et donc on ne pourra jamais être tous d'accord. Eux, ils ne sont pas très nombreux, et ils ont toutes les richesses et tous les pouvoirs. Donc eux, ils sont unis, ils sont solidaires, ils sont vraiment solidaires, et c'est une vraie classe sociale au sens marxiste du terme, en soi et pour soi. Et nous, on n'y arrive pas, on est divisés, on avale les échecs les uns à la suite des autres, et on a bien tort. Parce que, si vous voulez, je pense qu'il faut vraiment accepter cette maxime de Sénèque. C'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et ça, c'est vrai. Je vous demande d'accepter cette maxime comme vraiment ce que vous allez mettre dans vos têtes à partir d'aujourd'hui, pour que, justement, on arrive à faire comme dans la classe dominante. Ils ne sont pas tous d'accord, loin s'en faut, parce que si vous saviez les concurrences, si vous saviez la diversité de cette classe, l'hétérogénéité des richesses, hein, mais ça on en parlera si vous posez des questions, je vais m'arrêter. Et eux, justement, ils coordonnent, ils créent du social institué, comme disait Bourdieu, de coordination. Alors, par exemple, je peux donner un exemple qui va tout de suite vous parler.
ils ont décidé que le bois de Boulogne, à l'ouest de Paris, c'était leur bois. Or, c'est un bois public, comme le bois de Vincennes, qui a été créé sous le Second Empire en 1848. Et eux, dès le départ, ils se le sont appropriés. C'est-à-dire qu'ils ont exigé de la mairie de Paris de pouvoir avoir 65 hectares totalement clos pour eux, pour créer des cercles. Le Cercle du Bois de Boulogne, le Polo de Paris, le Racing Club, enfin, etc. Tout ça, c'est dans nos livres. Et aujourd'hui, vous voyez, la Fondation Louis Vuitton a quand même été créée en partie en mordant largement sur le parc, le jardin d'acclimatation. Il y a eu un permis de construire qui a été cassé, et puis grâce à la mécanique oligarchique, il a été réhabilité. Et il y a donc 20 associations de défense du bois de Boulogne. Et puis, il y en a une 21e, l'association de coordination des associations de défense du bois de Boulogne. Et voilà, et tout se passe comme ça. Et on ne peut pas imaginer ce que tout ce social institué contribue à leur mobilisation dans la défense de leurs intérêts. Donc faisons comme eux. Alors moi, j'avais quand même quelques petites questions autour de ton livre. Parce que là, tu parles de l'oligarchie et du discours de l'oligarchie, sauf que là, par exemple, on voit dans les partis écologistes, ils tiennent à peu près le même discours, c'est-à-dire que dans les médias, alors on sait que les médias mainstream appartiennent aux milliardaires, mais il y a aussi un discours de la part des militants où justement le dérèglement climatique viendrait un peu de nulle part. On entend souvent, bah oui, il va falloir faire des petites choses, voilà, arrêter de faire couler l'eau de la douche quand on se savonne, enfin des petites choses comme ça, et on parle jamais de ce qui pose vraiment problème, qui est le capitalisme en fin de compte. C'est-à-dire que d'ailleurs dans ton livre, tu fais un chapitre sur la différence entre Anthropocène et Capitalocène. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'il en est? Et c'est un discours, en fin de compte, qui est repris aussi, qui appartient pas que à la bourgeoisie et à la classe dominante. C'est-à-dire qu'on est imprégné aussi, il fallait globalement, de ce discours, ça viendrait un peu de nulle part. Et si chacun fait un petit geste, comme les colibris, chacun se fait son petit geste, on serait tous concernés et on sauvera tous ensemble la planète. Oui, or, c'est pas tout à fait ça. Quand même. C'est pas du tout. Alors là, vous ouvrez bien vos oreilles, hein. Parce que là, c'est la démonstration, c'est pas du tout un anthropocène, c'est un capitalocène. Alors les chiffres, c'est World Inequality Lab, donc il y a Lucas Chancel, Piketty aussi, il y a d'autres, des chercheurs américains, enfin, etc. Tout ça est dans le livre, je suis pas capable de vous dire l'intégralité des auteurs, mais enfin tout le monde est d'accord, en tout cas, sur les chiffres que je vais vous indiquer. Alors si je prends d'abord les 50% les plus pauvres de la planète, ils émettent par an et par personne 1,6 tonne de gaz à effet de serre. 1,6 tonne par an et par personne. Et ça représente 12,8% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre par an sur la planète. Ensuite, je passe aux 40% des classes moyennes. Alors là, ça monte, on passe à 6,6 tonnes de gaz à effet de serre émis par an et par personne, ce qui représente quand même 40% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Si maintenant je passe aux 10% les plus riches, alors on passe à 31 tonnes par an et par personne, mais qui représentent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, c'est 47,6% exactement. Donc si vous voulez, franchement, les classes moyennes devraient être, selon le GIEC, à 2 tonnes. Hein, les plus pauvres sont pile poil dans les créneaux du GIEC. Et puis on reviendra, si vous voulez, après sur le GIEC, parce que on peut... Prochaine question. C'est ta prochaine question. Mais les plus riches, si vous voulez, c'est vraiment eux qui portent la responsabilité
de ce qui nous arrive. C'est un capitalocène et pas un anthropocène. On peut réduire. De toute façon, moi, je ne suis pas contre les petits gestes. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a une... moi, ça me fait du bien de me sentir en meilleure santé, de ne pas gaspiller, de ne pas m'acheter 36 000 petits pulls et tout ça. Ces rappels à l'ordre, je trouve que c'est ça. Hein, mais en tout cas, au niveau de la responsabilité globale, c'est vraiment eux. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils renversent complètement, hein, comme la lutte de classe qui est devenue le truc de... comment il appelle ça, le baron Ernest-Antoine Seyard d'Abord, comment est-ce qu'il a appelé ça en 1997 enfin, c'était une inversion totale de la lutte de classe. Je ne me rappelle plus comment il a appelé ça. Eh bien, nous devons vraiment critiquer toutes les manipulations idéologiques. Ça viendra peut-être dans la discussion. Nous devons vraiment comprendre véritablement la gravité, le moment historique face auquel nous sommes, dans une amputation de notre avenir, dans un avenir amputé, y compris pour nos enfants et petits-enfants. Comment est-il possible ? Comment est-ce que c'est possible qu'on continue à vivre avec des trucs incohérents dans nos têtes? Comment est-il possible qu'on se dispute avec des élections qui sont conçues pour et par les dominants? Comment c'est possible? Sans recul, sans aucune psychothérapie institutionnelle, sans aucune psychothérapie individuelle. Voilà, c'est le grand point d'interrogation. C'est un rendez-vous historique que nous avons. Et là, franchement, vous n'oubliez pas, toujours ce que je dis, ce sont des géants aux pieds d'argile. Si ce qu'ils redoutent le plus, et je l'ai bien mis dans le petit chapitre que j'ai consacré à leur courage fuyant, puisqu'ils ont construit des bunkers, ils ont construit ils rachètent toutes les terres, les bonnes terres pour assurer leur survie. En fait, c'est pas tant qu'ils cherchent à se protéger, mais s'ils cherchent à se protéger de quelque chose, c'est véritablement de la colère des peuples. Voilà. Et donc, si on passe à côté, si on n'est pas capable d'être à la hauteur de ce que nous avons à vivre, eh ben, franchement, ça veut dire qu'ils ont bien réussi leur coup et que nos têtes ne peuvent pas penser autrement qu'en dehors du récit capitaliste. Ou bien on peut avoir un autre récit, mais il ne faut pas aller trop loin. Hein, on veut bien être engagé à gauche et se vivre comme des gens super, alors que les méchants, c'est les capitalistes. Un peu comme tu m'as dit qu'on était richophobes, tu vois, qu'on voulait... voilà. Non, il faut aussi nous remettre en question, parce que la situation n'est pas normale du tout. Du tout. Il y a des mouvements, il y a des mouvements écologistes radicaux. Il y a eu le gros mouvement des Gilets jaunes, auquel d'ailleurs Michel et toi vous avez participé. Sauf qu'il s'avère que la domination est telle qu'il y a une répression qui est énorme. Oui. Donc c'est pas ce que je veux dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que ça va pas, c'est pas si simple que ça. Ça sera pas une partie de chatouille. Voilà, peut-être en effet, c'est des géants au pied d'argile. Toujours est-il qu'ils ont encore le rapport de force. On est tout à fait d'accord. Voilà. Mais si vous voulez, ce qui s'est passé vraiment avec les Gilets jaunes, là, franchement, c'était la panique dans les beaux quartiers. Vraiment la panique. Et donc, vous voyez bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont simplement allés, dès leur première manifestation, ils sont allés dans les beaux quartiers. Ils sont allés dans les beaux quartiers, sur les Champs-Élysées. Voilà, tout de suite, ils allaient droit au but contre le pouvoir. Ils l'ont payé très cher, mais la panique était là. Et donc, c'est vraiment parce que nous n'osons pas, c'est tout. Donc maintenant, il faut oser. Et tu as tout à fait raison. Il faut pas du tout être. D'ailleurs, dans notre travail, on n'a jamais été pessimiste. Mais si vous voulez, là, je donne un coup de plus parce que là, il y a une situation qui est urgente. C'est déjà trop tard. C'est déjà inéluctable. C'est déjà. Météo France a déclaré il y a tout récemment qu'en 2100, la France sera en survie. 2100, alors moi je ne serai plus là, hein,
mais vos enfants et vos petits-enfants. Donc voilà, c'est vraiment un rendez-vous historique qui doit nous faire réfléchir à nous militants, à nous anticapitalistes, à nous qui voulons vivre dans le partage, l'altérité, avec une perspective dans la nature, pas s'embêter avec tout ce qu'on nous demande, toutes les nouvelles technologies. Enfin, peut-être que vous, ça vous plaît, moi, ça m'effraie. Mais une vie saine, quoi, une vie d'amour, une vie de partage, une vie joyeuse. On boit des coups, on est heureux, quoi. Peut-être avant juste de passer la parole à la salle, tu peux nous dire ce qu'est le GIEC? Parce que, a priori, nous, on a tendance, nos militants, à se dire, voilà, le rapport du GIEC, et à s'appuyer sur le rapport du GIEC. Oui. Et qu'est-ce que toi, je sais que tu as un regard un peu critique. Vous n'avez pas tort. C'est-à-dire que le GIEC, effectivement, les chercheurs font un travail honnête, sérieux, mais le problème, c'est que leur travail ne s'inscrit que dans la perspective de la poursuite du capitalisme. Et donc, c'est effrayant. Du coup, ça nous tétanise, ça nous sidère, et du coup, on se sent impuissant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors que, si vous voulez, on pourrait s'organiser collectivement pour justement imposer une perspective non capitaliste. Il y aurait la perspective capitaliste et puis la perspective sans capitalisme. On a supprimé les titres de propriété, enfin la possibilité, quand on a les titres de propriété, d'exploiter toutes les formes du vivant. Et puis on fait fonctionner, on travaille avec des chercheurs compétents, et Dieu sait s'il y en a, et on crée cette perspective. Et du coup, on se retrouverait, mais peut-être que vous n'étiez pas né quand Alain Resnais a sorti 2 films en même temps. Le premier, c'était Smoking, et le second, c'était No Smoking. Alors, si tu continues à fumer, voilà quel chemin tu vas avoir. C'était super, hein. Et nous, on fumait, donc on a suivi là. La semaine suivante, c'était No Smoking. Et là, on s'est dit, non, alors là, on arrête de fumer, c'est pas possible. Voilà. Et là, on aurait capitalisme, no capitalisme. Et voilà. Et je vous assure qu'il y a des chercheurs. Il y a par exemple une chercheuse que je cite dans le livre, une chercheuse suisse, Carrie de Prick, qui, elle habite juste à côté de l'endroit à Genève où est installé le GIEC. Du coup, elle a dû pouvoir négocier directement avec les membres du GIEC, et elle a pu assister à plusieurs reprises aux négociations des résumés du GIEC. Et là, on se rend compte à quel point le GIEC a été mis en place pour vraiment tuer la critique sociale dans l'œuf, empêcher que les données les plus angoissantes, les plus terribles qui soient, tombent dans de mauvaises mains, et faire en sorte que l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui sont souvent très en colère contre les résumés du GIEC, puissent avoir gain de cause, et que voilà, les résumés du GIEC adoucissent, disons, et en tout cas, de toute façon, sont sidérants. Ils sont là pour nous rendre impuissants, alors qu'on ouvrirait une... Ça ne s'opposerait pas, hein. On est dans la complémentarité, dans la coordination, mais que nous, on puisse s'exprimer, que nous, chercheurs, et ils sont 1900 chercheurs, 1900 qui ont intégré les associations des désobéissances civiles, ils sont en tout cas 1900 dans Scientifiques en rébellion, en France. Et moi, je les rencontre parce qu'il y en a qui habitent Bourg-la-Reine, on discute. Donc, il y a des chercheurs qui peuvent faire le travail dont je parle. L'idée, c'est peut-être que si vous avez des questions, vous faites passer le micro. Vas-y, fais passer le micro. Ah ben non. Tu restes assis? Non, je peux bouger. Je peux bouger, mais ça veut dire que je passe devant la caméra. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires, des envies d'intervenir? Oui, donc je me déplace jusqu'au fond de la salle. Donc, bonjour. Moi, je voulais savoir par rapport à l'A69, qui est justement, je trouve un exemple de, comment faire pour lutter, parce que visiblement, ils ont repris les chantiers alors que ça avait été interdit. Et, je me dis, devant tous les pouvoirs qu'ils ont, et les pouvoirs policiers et les violences policières, ça a de quoi un peu effrayer. Et voilà, comment on peut agir
cet exemple. Cet exemple, effectivement, c'est pour ça que je l'ai appelé un bijou oligarchique, parce que, en fait, il trouve toujours, ça s'appelle des effets de cliquet. Hein, c'est un sociologue et anthropologue belge, Paul Jorion, qui a beaucoup travaillé aussi dans la haute finance internationale, un type absolument incroyable, Paul Jorion. Vous pourrez taper son nom sur Internet, Jorion, Paul. Et lui, il a inventé ce concept de l'effet de cliquet. C'est-à-dire qu'il démontre que l'oligarchie, quand elle détient tous les rênes du pouvoir, eh bien, elle prévoit, comme par exemple pour la 69, le fait qu'il y a quelque chose qui empêche dans la loi, hein, telle qu'elle a été élaborée pour créer cette A69, il y a un article qui interdit tout retour au public de cette autoroute A69, de ces 53 km. Un effet de cliquet. Donc de toute façon, si jamais la société Atosca, qui est financée par Emmanuel Miquel, qui est un collaborateur très très proche d'Emmanuel Macron, qu'il a beaucoup aidé à avoir la présidence de la République en 2017, tellement aidé qu'il a été nommé conseiller politique d'Emmanuel Macron de 2017 à 2019, puis ensuite il a été directeur à la BNP Paribas du service fusion-acquisition chez Morgan, enfin bref, un financier de haut vol, si je puis m'exprimer comme ça. Et puis on voit que c'est vraiment un truc oligarchique, puisque le président de la commission à l'Assemblée nationale chargé d'évaluer les montages financiers et juridiques de cette Atosca, de cette privatisation et de la construction de cette autoroute, Jean Terlier, macroniste, a sa femme qui est une des hautes cadres dirigeantes des laboratoires Pierre Fabre. Des laboratoires Pierre Fabre qui ont des intérêts énormes dans la construction de ces 53 km d'autoroute. Donc franchement, et puis alors en plus, il y a, alors là c'est toujours Benoît Colomba et la cellule d'investigation Radio France a bien bossé. En plus, on apprend qu'on nous a fait croire que l'État avait contribué pour 28 millions d'euros de dons publics pour aider le montage, et qu'en réalité c'est 128 millions. Donc vous voyez, c'est jamais transparent, c'est toujours il louvoie tout le temps. Bref, on se fait avoir. Hein. Excusez-moi, j'emploierai pas un autre mot, mais vous voyez auquel mot je pense. Oui, juste un petit mot pour dire que je vous sais gré de ce que vous avez dit sur le GIEC. J'avoue que j'avais toujours tiqué sur cet absolutisme de la vérité qui sortait de la bouche du GIEC. La seule lettre qui me gênait, c'était le I, intergouvernemental. Et effectivement, déjà, il faudrait peut-être le changer. Mais je crois que vous l'avez systémisé en dépassant le caractère intergouvernemental et en insistant sur le fait qu'il n'y a pas de perspective autre que capitaliste dans les conclusions que l'on souhaite qui propose. Alors ça retombe un peu sur la phrase que vous avez citée précédemment. C'est difficile, mais c'est vrai qu'il faut oser. Alors oser contester un certain nombre de déclarations émanant du GIEC quand on n'est pas soi-même un scientifique du domaine concerné, c'est difficile. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas oser le faire. Bien sûr, mais de toute façon, pour l'autre perspective que je propose pour le GIEC, c'est complémentaire de plein d'autres combats. Chacun peut lutter à sa place, faire ce qu'il a envie de faire. C'est très important d'être heureux, hein, c'est très important d'être motivé, d'être joyeux, d'être dans le partage, d'être dans l'analyse presque psychologique, enfin de ce que l'on fait, de comment on se comporte avec les autres,
je sais pas, ce qui pose problème là, dans la situation dans laquelle on est, c'est au lieu de parler comme on le fait là, enfin moi je fais partie du nouveau Front Populaire, eh bien les discussions c'est des querelles pour les prochaines élections, c'est tout. Voilà. Et donc c'est ça c'est plus un ensemble, si vous voulez, de ce que j'essaye de faire avec les rencontres que je fais autour de ce livre. C'est vraiment de faire comprendre qu'on est vraiment à un rendez-vous historique et que ce que je propose, c'est que chacun fasse ce qu'il veut, là où il est, mais toujours avec de la réflexion. Avec pas de « je suis le meilleur et toi t'es un pauvre con » et cette incohérence des concurrences qui sont en phase parfaite avec le système, avec l'idéologie capitaliste, ça va pas du tout. Voilà. Et donc, dans ce livre, je propose un chapitre sur la psychothérapie institutionnelle, parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance, en Lozère, de pouvoir connaître le professeur, le psychiatre Toscaïès, où Fanon est venu se former, où Paul Éluard est venu, où Jean Dubuffet est venu, et ce professeur, il est arrivé en quelques mois à transformer un hôpital psychiatrique avec 1000 malades qui étaient en train de mourir de faim et qui étaient tous sous contention. Et les choses ne sont pas difficiles quand on ose. En même pas 6 mois, il a soigné, il a fait sauter tous les murs. Tous les malades se sont mis à cultiver des potagers. Les habitants des villages alentours se sont mêlés aux malades. François Toscaïès a soigné les médecins, il a soigné l'institution psychiatrique et au fond, il a soigné la vie même. Voilà. Et c'est vraiment en quelques mois. Et il était condamné à mort par Franco. Il était dans une situation assez difficile et il l'a fait. Et donc, cela n'est jamais, enfin, si cela est relayé, mais relayé pas par les médias dominants. Ouais, enfin. Tu me fais peur. La gorge. Non, mais ça discute beaucoup suite aux chiffres que tu donnes. Il y a des échanges, en fait. Il y a plus d'échanges entre les personnes qui y suivent sur les chiffres des inégalités sociales, ce que tu disais, sur le pourcentage des situations. Ah oui, ça marche mieux comme ça. Ouais. Non, mais je suis pas habitué le micro, ce que je dis tout le temps. Oui, tu parles. Quel hypocrite. Et tu le supportes. Et donc, Monique, j'étais en train de parler, là. Et donc ouais, ça réagit beaucoup sur le GIEC aussi, l'analyse du GIEC et tout ça. Donc bon, c'est intéressant, ils discutent entre eux. Mais j'ai noté une question, mais en fait il y a d'autres questions, mais j'en ai noté une. Ouais. Mais je crois que tu as un peu répondu. Mais et c'est ah oui, il y en a aussi qui comprennent pas pourquoi je prends des photos de l'écran. Hein, mais voilà. Pourquoi tu prends toi? Ouais, parce que j'ai pris la photo de la question que j'ai. Tu vois, j'ai pris la photo sur l'écran. Voilà. Et il y en a qui comprennent pas, ils disent que pourquoi il fait ça. Mais bon. Non, mais ça, qu'est-ce que tu veux, on peut pas te refaire. C'était une des questions qui était posée. Donc, les plus riches sabotent la vie sur Terre sans qu'ils puissent pourtant aller ailleurs. Sont-ils conscients du désastre annoncé ou bien font-ils la sourde oreille en mode après moi la fin du monde? Ah ben là j'ai pas été suffisamment clair pour qu'il pose cette question, parce que en réalité ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on est face à une classe sociale qui se transmet les titres de propriété de génération en génération, et eux, j'aurais dû le dire avant, je suis désolée pour ceux qui ont posé cette question, mais ce sera ma réponse en tout cas, qui se transmettent donc de génération en génération les titres de propriété. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que lors de notre premier entretien avec une famille, c'était qu'ils se présentaient, ils nous disaient « mais nous, on n'est pas des propriétaires, vous nous traitez de sales capitalistes, mais non, nous, on n'est pas propriétaires. Nous, on n'est que des usufruitiers. Là, ceux que vous interviewez, nous, on est des usufruitiers. C'est-à-dire, on a été dignes de l'héritage des générations précédentes, de quartier de noblesse en quartier de noblesse, de quartier de bourgeoisie en quartier de bourgeoisie. Et puis, nous, on n'est pas propriétaires, on est usufruitiers. On doit non seulement maintenir les niveaux de richesse et de pouvoir, si possible les augmenter,
pour ensuite les transmettre aux générations suivantes. Alors là, il se donne le beau rôle. Usufruitier, c'est évidemment beaucoup plus doux que propriétaire, que voilà. Et autrement, il crée avec cela ce que Bourdieu appelle l'immortalité symbolique. C'est-à-dire, et ça c'est très important par rapport au dérèglement climatique et à la question qui est posée, c'est-à-dire que pour eux, le roi est mort, vive le roi, la finitude humaine n'est en sorte pas importante à côté de la poursuite de la dynastie royale ou familiale. Vous voyez, dans le temps long. Donc non seulement ils vivent dans un séparatisme, ils vivent à part, et nous, dès le premier livre, ils nous ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on aille se mettre avec des gens qui ne pensent pas pareil que nous, qui ne sont pas comme nous, nous on est bien entre nous, on est, voilà. Hein, ils trouvaient ça, ils ne pouvaient pas imaginer une autre situation. Et alors, pourquoi je dis tout ça? Oui, c'est-à-dire que le fait de vivre entre eux, ça leur donne cette force de se sentir supérieur, et surtout de nous déshumaniser d'une certaine façon. Et dans tous nos livres que l'on parle, là je suis en train de relire justement le livre qui va paraître là le 7 novembre, tout le passage sur le rapport au domestique. Mais on a fait des entretiens, quand je le relis, je suis trop contente, franchement. On a fait des entretiens absolument extraordinaires sur leur rapport au domestique. Ben voilà, on a là, avec des entretiens enregistrés, validés par eux, des entretiens sur la façon dont on peut déshumaniser dans une situation de proximité quotidienne ceux qui vous servent et ceux qui élèvent vos propres enfants. Ouais, il y a une question. J'ai pris la photo de l'écran pour mieux la lire. Donc c'est une question pour Monique. Ça tombe bien, Monique, t'es là. Alors, quid de l'écoféminisme? Avec ses qualités d'égalité, d'anticapitalisme, de protection du vivant, est-ce que des chercheuses comme Vandana Shiva... merde, j'ai perdu le... Oh, c'est con. Donc, on a la solution, ou en tout cas, au début d'une solution. Ben oui, mais de toute façon, il n'y a pas qu'un début de solution. Il y a plein de débuts de solutions de partout. Et voilà, le problème, c'est précisément de ne pas opposer nos luttes, nos engagements. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à cette question. Parce qu'en fait, il faut vraiment attraper le problème de manière intégrale, de manière entièrement relationnelle et pas découpée. Rien ne s'oppose dans tout ce que j'ai dit à l'écoféminisme. Je n'en ai pas parlé, c'est vrai, mais je ne pouvais pas parler de tout. Je parle de mon travail de chercheuse. C'est vrai que nous, on a d'emblée travaillé dans une pensée relationnelle, interdite sur le plan... Enfin, pas interdite, tout se passe comme si c'était interdit sur le plan institutionnel. Nous avons tenu bon la route, nous avons tenu bon la vague et nous sommes allés jusqu'au bout de notre travail. Voilà, puis chacun fait ce qu'il peut là où il est. C'est ça qui est stimulant dans ce que je vous dis. C'est-à-dire que je ne suis pas là une intellectuelle... Pardon, j'oublie ceux qui sont dehors, mais ils disent rien. Parce que vous devriez faire ça. Ah, c'est bon, vous entendez ? Je pourrais arriver comme beaucoup d'intellectuels dont je ne citerai pas les noms, mais qui arrivent dans ce type de rencontre avec un savoir construit. Et puis, non, moi je donne des pistes. J'ai fait ce que j'ai fait avec Michel. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin jusqu'à ce que je sois rattrapée. Et puis vous faites précisément ce qui vous plaît. Parce que ça peut être des choses artistiques, des choses sportives, tout politique, tout est... Mais coordonnons. Et les rencontres, ce qu'on est en train de vivre ce soir, c'est exactement ça. C'est une instance, merci Béa, merci Philippe Poutou, de m'avoir invité et d'avoir su
organiser cette instance de coordination où on est, je ne sais pas qui vous êtes, mais on est tous différents les uns des autres, sûrement engagés dans des trucs très différents. Et puis on doit pouvoir... Non, vous n'êtes pas d'accord? Alors vous allez me dire. Hein, voilà, on devrait arriver à leur faire... bon, c'est simplement qu'ils renoncent. C'est vraiment... Là, aujourd'hui, c'est vraiment un combat anticapitaliste. Voilà. Donc ça tombe bien. Ah, parce que tu es au NPA, toi? C'est une question d'un auditeur de Saint-Roustan. Et il demande si tous les ultra-riches partaient loin dans l'univers ou profondément dans les fonds marins, si ces gens-là ne revenaient jamais, est-ce que la planète irait mieux? Ah bah ça peut être une solution. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, mais le problème, c'est qu'ils ont besoin de nous, quoi. Donc ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous, mais nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est ça qui est important. Vous nous avez rappelé qu'ils sont une poignée, on est des millions, et qu'il y a largement le temps de les renverser. D'ailleurs, vous nous avez un petit peu grondé, hein, parce qu'on n'y arrive pas. Et pas grondé. J'ai simplement j'ai changé un peu la forme de récit où quand même on perd tout le temps. Moi, j'ai suivi toute la réforme des retraites. J'ai publié chez Textuel Le Méprisant de la République. J'ai décortiqué à la fois toute la force de ce mouvement et tous ses échecs. Et puis, je me suis dit, cette fois-ci, il y en a marre. Et c'est comme ça, et c'est très bien. Parce que dans ma petite tête, je me suis rappelé de cette enfance en Lozère avec ce professeur Toscaïès qui a inventé ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Et là, je me suis dit, ma fille... c'est une piste, en tout cas, qui, moi, m'intéresse. Peut-être qu'elle vous intéressera jamais, mais en tout cas, voilà, réfléchir, avoir du recul par rapport à nos engagements pour toujours être... C'était ma question. Je pense qu'en ce moment, il y a des militants qui sont très malheureux, oui, à force d'échecs, qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à converger, on n'arrive pas à construire un mouvement, on n'arrive pas à voir cette étincelle-là qui relève effectivement de l'évidence. Et je me demandais, voilà, si vous aviez des conseils pour nous aider et puis pour nous soulager. Parce que moi, dans les milieux militants, en ce moment, je vois quand même pas mal de détresse, quoi. Ah ben, vous avez tout à fait raison. Mais là, moi, la seule chose que je peux dire, c'est ce que je vis. Je suis, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Limoges. J'étais invitée par la France Insoumise, le député Damien Maudet. Donc là, je suis désolée, il y avait 250 personnes. C'est plus grand, mais peu importe. C'était ce qu'on a vécu ensemble, c'était extraordinaire. La semaine, peu de temps avant, c'était le plus grand Emmaüs de France à Pau. Pareil, un nombre de personnes tout à fait impressionnant. Et chaque fois, les gens tous ceux qui étaient là sont tous d'accord. Et ça peut être des communistes, des gens de la CGT, de la CFDT, ça peut être de la France Insoumise. Ça m'est égal. J'accepte tout sauf ce que vous pouvez imaginer. Mais de toute façon, il ne m'invite pas. Parce que, justement, après, je note, je fais des comptes rendus comme je ferai mon compte rendu de ce qui sera passé ce soir. Et après, soit j'en ferai un livre, soit j'en ferai quelque chose, mais pour montrer à quel point on peut y arriver si précisément on arrive à pas être divisé. Parce que je vous le dis, à chaque fois qu'on est divisé, c'est eux, ils sablent le champagne. Hein. Voilà. Pardon ? Le problème, c'est que même si on arrive, par le plus grand des hasards, à s'entendre, c'est-à-dire qu'on décide que, quelles que soient nos pensées et notre vision du futur, c'est ce qu'on voudrait voir dans le futur. L'important, c'est de se battre maintenant pour renverser la machine. Le problème qu'on a, c'est qu'on a en face de nous des gens qui ont le pouvoir,
qui ont l'argent, qui ont l'information et surtout de magnifiques possibilités de répression. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes? Ça n'a pas simplement été la répression dans la rue, ça a été aussi la répression judiciaire. C'est des gens qui n'avaient pas les moyens et qui se prenaient des amendes, des mois de prison, perdant leur travail. Et qu'est-ce qu'on fait face à ça? Parce que nous, on est dans un milieu un peu militant. Il ne faut pas rêver, la plupart des militants, on est ce qu'on appelle la classe moyenne. C'est-à-dire qu'on s'en sort pas mal, on a de quoi bouffer quand même. Mais eux, ils n'en ont pas. Eux, le soir, ils ne vont pas regarder, lire votre livre. Le soir, ils vont penser comment ils vont payer la facture d'électricité. Est-ce que je vais rester dans mon boulot parce qu'il y a un plan de licenciement? Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. En fait, si on veut vraiment se battre, il faudrait que ces gens-là, on leur laisse de l'espace pour penser. Pourquoi ils votent extrême droite? Parce qu'ils leur mâchent le travail, tout simplement. On n'est pas capable de parler leur langue. On n'est pas capable de leur faire comprendre que c'est pour eux qu'on se bat. C'est pour nous tous. C'est pour... Oui, c'est dur de lutter. Mais là, alors moi, je vous remercie beaucoup parce que je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et pour les Gilets jaunes, pour y avoir participé, et Dieu merci, ça restera dans les mémoires puisque ça a été nos interventions auprès des Gilets jaunes ont été entièrement filmées par Basile Carré-Agostini, que tu connais. Hein? Oui, hein? Voilà. Et toi aussi. Hein? Et donc, non, ce qui a manqué, c'était, il n'y a pas eu de solidarité organisée autour d'eux, franchement. Et pourtant, et c'est une erreur très grave. Ça, on est vraiment d'accord, parce que c'était vraiment un mouvement insurrectionnel. Et vous voyez, il y a quelques jours, j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui m'a abordé dans une gare et qui m'a dit, qui m'a reconnu. Et puis on a discuté. Donc il était plutôt d'origine modeste, mais il était très beau gosse. Ça, je peux l'attester. Et donc il a vécu avec une femme dans un milieu extrêmement riche. Et puis qu'il a abandonné parce qu'elle s'est rendue compte que c'était pas vivable avec ce type. Et il a beaucoup souffert, donc il me parlait de tout ça. Et il m'a dit, la seule chose que je peux vous témoigner, c'est que pendant les Gilets jaunes, franchement, c'était, je le savais, mais que c'était panique à bâbord. Panique à bâbord dans les beaux quartiers. Et nous, on l'a vécu, alors, en 1995, au moment des grandes manifestations contre Juppé, c'était les retraites, nous sommes des millions, nous sommes des millions. Donc là, on peut attester qu'on est allé dans un hôtel particulier du 16e arrondissement et que les valises étaient prêtes pour partir en Suisse. Et puis, pour après, quand François Mitterrand est arrivé, j'ai donné 2 exemples précis, mais il y a eu beaucoup de gens qui envisageaient vraiment de partir. Et puis, pareil, au moment des Gilets jaunes, ce monsieur m'a bien confirmé ce que m'ont dit d'autres personnalités de ce milieu, qu'en effet, c'était... Et donc, vous voyez bien qu'on est passé à côté de choses très importantes et qu'on n'a pas eu peut-être la réflexion collective pour être tous ensemble et arriver à ce que ça devienne un succès collectif. Mais voilà, on ne peut pas... Hein? Oui. Ben, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le choix. Je veux dire, par rapport au chaos climatique, par rapport à leur avenir et l'avenir de leurs enfants, c'est juste, je veux dire, c'est tellement grave, c'est tellement menaçant, c'est tellement... c'est ça, on n'a pas le choix. Ben oui, parce qu'ils sont manipulés. Je veux dire, il faut que nous, on arrive à vraiment se battre aussi contre le fait que c'est des milliardaires qui possèdent les médias, que la classe capitaliste est en train de muter de 2 façons différentes. D'une part, ils sont en train de passer du capitalisme néolibéral, où il y avait encore l'état de droit, la démocratie, à un état libertarien. Il n'y a plus de normes, le renard doit être libre dans le poulailler planétaire. Voilà, et ça va être terrible. Et puis, alors j'ai perdu le fil de ma pensée.
Et puis que le chaos climatique est là. Mais ça, on ne va pas pouvoir vivre avec tout ce qui va arriver. Donc, je veux dire, il faut quand même avoir la tête claire, comprendre ce que nous vivons, ce que nous aurons à vivre, et se dire, voilà, et on arrête de s'embrouiller la tête, on fonce. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis après, on va bientôt conclure. Ouais. Là, ça fait 1h15 déjà. Dernière question? Oui. Oui. Ça sera le bouquet final du feu d'artifice du capitalisme. Bonsoir madame, bonsoir et merci aux responsables d'avoir organisé cette rencontre, même s'il fait chaud, mais ça fait chaud au cœur d'avoir des débats et des rencontres pareilles, merci. Ma question juste un peu pessimiste, sommes-nous dans une dictature démocratique ou plus précisément dans une démoctature ? Si j'ose dire. C'est-à-dire élire démocratiquement les dictateurs qui... voilà, parce que ça dissuade les gens d'aller voter. Voilà, quand on a vu la dernière élection, un parti qui gagne ou une alliance qui gagne. Voilà. Donc, voilà. Sommes-nous dans une... Non, on n'est ni dans une démocratie, ni dans un état de droit. Aujourd'hui, c'est une oligarchie. L'oligarchie, ça signifie que ce sont des gens, des capitalistes qui sont dans les affaires, qui sont pas, qui ont des intérêts financiers énormes et qui occupent l'entièreté des responsabilités politiques. Et derrière eux, il y a des couches de sous-traitance oligarchique avec les instituts de sondage, le lobbying, les think tanks et tout ça. Et croire qu'ils ont été élus, c'est du pipeau. Ils n'ont pas été élus, ils ont été placés avec un système complexe, mais dans lequel nous n'avons pas à nous engouffrer comme ça en croyant que. Non, nous perdrons toujours. Et tant que nous ne contesterons pas un système inique qui aboutit à un système oligarchique dont on emploie ce terme en général pour plutôt la Chine, l'URSS surtout, hein, eh ben non, c'est chez nous en France. C'est chez nous en France que l'oligarchie, elle est là. Donc je vous propose qu'on arrête là, parce que j'en peux plus. Et puis... Encore ? Est-ce que tu as d'autres... Est-ce que tu as d'autres rendez-vous prochainement, s'il y en a qui demandaient ton agenda? Est-ce que tu as des... c'est tous les jours. Oui. Est-ce que tu as des médias bientôt, ou des endroits où tu vas pouvoir parler où je ne suis pas capable de me rappeler. Si, je sais. Ouais. Je ne sais plus où je dois aller. Je ne me rappelle plus. Comme ça. Bon, ça se trouve, non, vraiment, hier, j'étais à l'Académie du Climat, à Paris. C'était super. C'est franchement, je suis allée chez ton ami Olivier Besancenot, là, dans l'imprimerie du NPA. C'était super aussi. Sans famille, quoi. Voilà. Mais dans des librairies, non, franchement, c'est... c'est l'équipe technique qui demande s'il y a des conseils lecture. Lire Les riches contre la planète. Là, il y a déjà des livres. Ouais, voilà. Ouais. Et puis, il y en a un peu là. Il y en a un, ça s'appelle Manger les riches. Je ne sais pas si c'est digeste. Et puis, voilà. Puis, il y avait une question aussi, mais bon, c'est vraiment un détail par rapport à ce que tu racontais au début. Oui. C'est une autre personne de Saint-Roustan. C'est bizarre. Il y a vraiment... Et tu ne connais pas, c'est un village. On ne sait pas où il est d'ailleurs, le village. Mais, et donc, il demandait si chasser le cerf à vélo, c'était pratique. Avait été, et surtout si tu avais réussi avec Michel à tuer un cerf. Non, vous avez fait exprès de les rater. Mais non. Là, c'était spécial. Nous, on était là comme sociologues et on suivait les chasses à courre. Ah, vous n'avez pas d'armes? Mais non. Et puis, ce qui nous intéressait, c'était vraiment la transmission comme ça de siècle en siècle, avec les mêmes tenues, les mêmes techniques de chasse. Mais tu sais, le travail qu'on a fait, c'est pas rien. Parce que, oui, c'est comme ça, il faut travailler pièce par pièce tous les éléments pour établir ensuite véritablement le fonctionnement
de cette oligarchie. C'est un travail de dingue qu'on a fait. D'ailleurs, il faut être dingue, honnêtement. Mais honnêtement, on a été des dingues heureux. Voilà. Super. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Et puis à une prochaine, il y aura des prochaines rencontres. On vous invite à nous suivre sur la chaîne Twitch. Et puis voilà. Ciao, ciao.